Voilà, donc je pense que nous allons pouvoir commencer. Donc bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence en ligne. Alors vous savez, la Cité du Vin a rouvert ses portes. Vous pouvez revenir à la Cité, découvrir, redécouvrir le parcours permanent, l'exposition temporaire Voir avec les dieux aussi que nous accueillons actuellement et que nous organisons jusqu'au 29 août. Et nous allons reprendre progressivement nos rencontres, nos conférences et nos after-work à partir du 3 juin en présentiel. En attendant, pour cette conférence en ligne, ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir à distance Monsieur Fabrizio Bissella. Bonsoir. Merci Fabrizio d'avoir accepté ce format en ligne qui est toujours voilà, un petit peu déstabilisant, mais auquel on est très habitué, et surtout vous d'ailleurs. Alors, je vais vous présenter en quelques instants avant de vous laisser la parole. Donc, Fabrizio, vous êtes né à Milan et vous résidez à Bruxelles. Vous êtes physicien, docteur en sciences et professeur des universités à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes également professeur invité dans les Masters 2 du droit de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux et des spiritueux, oui, de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Vous êtes sommelier et zytologue. Vous dirigez l'école d'œnologie Interwine and Dine et vous êtes sollicité par de nombreux concours internationaux comme jury expert. Parallèlement, vous tenez aussi une chronique dans le journal Le Point intitulée Le prof en liberté. Et les auditeurs belges vous retrouvent chaque semaine dans le poste de radio sur Vivacité RTBF, où vous alternez des sujets sur le vin et la bière. Vous êtes également l'auteur de nombreux titres à succès aux éditions Duno, comme l'Anti-guide du vin, ce que les autres livres ne vous disent pas, pourquoi boit-on du vin, mon cours d'accord mets et vins en 10 semaines chrono, le fameux Umami, les secrets de la 5e saveur, dont vous allez parler ce soir, et le dernier livre-jeu publié très récemment, je crois qu'il date de mai 2021, qui s'appelle À la recherche du vin perdu, une aventure œnologique dont vous êtes le héros sur un ton plus décalé. Donc, voilà. Merci encore d'avoir accepté cette rencontre. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure. Donc après la conférence, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans la partie QR de votre application Zoom. Dans le bandeau du bas sur votre application, vous allez voir, vous avez 2 petites bulles QR, questions et réponses. C'est dans ce chat que vous pourrez poser vos questions. Donc, je laisse la parole, je vous laisse la parole, Fabrizio, et je vous retrouve après pour les questions. À tout à l'heure. Oui, merci, merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui, voilà, Oui. voilà. Oui, voilà, voilà. Écoutez, merci énormément pour vos gentils mots, bien entendu, mais surtout pour votre charmante invitation. C'est quand même un honneur de prendre la parole lors d'une des conférences à la Cité du Vin de Bordeaux. Et donc, c'est vraiment avec grand plaisir que je suis là. Alors, quand vous disiez que les conférences en ligne, on est un peu habitué, ben, vous ne croyez pas si bien à dire, parce que je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais maintenant, mes costumes ont des coudières. Voilà, c'est à force de ramer sur les tables et de faire tout en ligne. Voilà, c'est l'évolution, c'est la coudière. À mon avis, ce sera la mode dans 6 mois. Donc voilà. On est parti, si vous le voulez bien, comme vous avez proposé, hein, sur une quarantaine de minutes d'un exposé suivi de quelques questions-réponses. Et donc ici, vous devriez voir, dites-moi que c'est bien juste le premier transparent avec le titre, juste pour qu'on soit bien topo. Est-ce que, est-ce que ce transparent est... Oui, voilà, magnifique, magnifique. Alors, donc, vous voyez donc ce transparent, donc Umami, les secrets de la 5e saveur, c'est en vérité le titre de la conférence, et c'est une conférence qui est tirée d'un livre qui est là, qui est le livre qui s'intitule Umami, les secrets de la 5e saveur. On n'a pas fait dans le subtil, c'est le titre tant du livre, je veux dire, et de la conférence. Alors, comme ça, je n'oublie pas, si vous avez des questions ou des contacts, ben voilà, vous avez les coordonnées qui s'affichent sur ce deuxième transparent. Maintenant, je mets d'office mon Instagram parce que c'est la nouvelle mode, hein. Les étudiants à Bruxelles
me contactent maintenant par l'Instagram. Je crois qu'il n'y en a presque plus aucun qui m'envoie des mails, mais enfin, vous avez quand même un mail si vous préférez. Alors, d'où vient l'idée, si vous voulez, qu'un type qui s'occupe un peu de pinard, de vin, souhaite à un moment donné s'intéresser à l'umami? Alors ici, le transparent qui est affiché avec les deux livres, en vérité, vous explique un tout petit peu la genèse de l'histoire. C'est que dans le livre de gauche, qui était le livre Pourquoi boit-on du vin, il y avait un chapitre qui parlait de la magie de l'umami. Et mon éditrice de l'époque, à la découverte du chapitre, m'a proposé l'idée d'en vérité, de faire le tour de la question, si vous voulez, de l'umami, et donc d'en faire un ouvrage, si vous voulez, complet. Et en toute modestie, je pense qu'en termes de tour de la question, en ouvrage en langue française et plus ou moins récent, on a pu réaliser quelque chose qui tient la route et qui est donc ce deuxième ouvrage qui s'intitule L'Umami. Alors, cet ouvrage de l'Umami, je vais vous en dévoiler quelques secrets. Voilà, c'est un peu l'idée d'aujourd'hui. Je vais vous sortirez, j'espère, de cette conférence avec quelques secrets concernant l'umami, et peut-être, c'est mon infime espoir, vous sortirez également en relativisant un peu l'histoire très romancée et un peu bisounours, hein, si vous me permettez l'expression, qui est racontée concernant cette saveur. On part du transparent là qui s'affiche, qui s'intitule « Quel est le point commun ?» Alors, quel est le point commun entre, comme c'est indiqué, la viande et un saucisson, entre le lait et un fromage, entre le chou et la choucroute, entre le jus de raisin et le vin? Donc, les aliments qui sont dans la colonne de gauche, qui sont d'ailleurs des aliments de tout type, sont entre guillemets des aliments crus, et les aliments qui sont dans la colonne de droite sont entre guillemets des aliments un tout petit peu transformés. Alors, ces aliments crus sont de tout type, parce qu'il y a viande, il y a bien sûr du légume, il y a des laitages et il y a aussi des fruits. Alors quelque part, vous vous en doutez, hein, je suppose, si vous êtes venu à cette conférence et que vous avez un peu la sensibilité par rapport à cette chose. Bien sûr, là, le point commun entre tous les aliments de droite, si vous voulez, c'est outre qu'ils sont transformés, mais surtout qu'ils sont transformés par un processus fermentaire. Alors bien sûr, ce n'est pas la même fermentation qui agit sur le raisin que celle qui agit sur le lait, mais à la fin de l'histoire, le fromage est un aliment qui a subi une action enzymatique, une action fermentaire, de la même manière que la choucroute, de la même manière que le vin ou que le saucisson. Et ça, l'exemple de la choucroute est pour moi l'exemple que je prends souvent avec mes étudiants, parce que je trouve que cet exemple est assez révélateur. Parce que si vous prenez l'exemple du vin, vous pouvez toujours vous dire « Ah ouais, mais le vin, vous nous faites toute une histoire qui a plein d'arômes. À la fin de l'histoire, c'est quand même parce que vous aimez boire un coup, hein, monsieur, parce qu'il y a de l'éthanol dedans. » Alors, je ne peux pas tout à fait leur donner tort, je ne peux pas tout à fait leur donner raison, et je suis un peu bloqué dans ma démonstration. Par contre, le chou, voilà un légume. Bon, voilà, moi, de vous à moi, je ne raffole pas énormément du chou. Hein, voilà, je ne vais pas dire que c'est un bête légume. Enfin, bon, si j'en mange, ce n'est pas grave, mais c'est pas vraiment, je ne vais pas courir les étals des marchés pour trouver du chou. Mais par contre, la choucroute, ça c'est quelque chose qui a une plénitude, c'est un nirvana gustatif. Et pourtant, ce n'est jamais qu'un chou lactofermenté. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se déroule lors du processus fermentaire? Alors, le point commun de ce qui se passe dans le processus fermentaire, eh bien, c'est l'umami. C'est en vérité la création de quelque chose, on va le voir dans un instant, qui va donner à tous ces aliments, colonne de droite, un côté umami. Alors maintenant qu'on est entre guillemets un peu rentré dans le sujet, si vous voulez, nous pouvons changer de transparent, et donc nous avons ici la définition de l'umami qui s'affiche, qui est la définition sortie du petit Robert. Donc, qui est là, l'umami, hein, c'est la saveur produite, ainsi que l'indique la définition du petit Robert, notamment par le glutamate de sodium, considéré comme l'une des 5 saveurs fondamentales. Alors, dans cette définition, qui en vérité n'est pas très longue, on a quand même déjà beaucoup d'éléments qui nous permettent de travailler. D'abord, on a l'idée que c'est une saveur,
Parfois, on parle erronément de goût, mais on préfère, quand on est un peu pointilleux sur le vocabulaire, réserver le terme goût au sens en général et le terme saveur comme étant une des composantes, si vous voulez, une des dimensions du goût. Et on a déjà un des composés chimiques, le composé chimique principal, qui est le glutamate de sodium, qui apparaît dans la définition, ou le glutamate monosodique. Et on a l'idée aussi de saveur fondamentale qui apparaît, et on a aussi l'idée que ces saveurs fondamentales sont au nombre de 5. Là, on verra que peut-être la définition du petit Robert est devrait être un tout petit peu aménagée. Mais donc, on peut ainsi avancer dans notre compréhension, si vous voulez, je dirais, technique et pratique de l'umami, avec ici un petit résumé. Alors, vous allez, donc ça c'est le transparent suivant qui s'affiche. Donc, c'est le transparent avec écrit donc résumé. Donc, vous voyez, mes étudiants, parfois, ils me disent pourquoi vous mettez des résumés au début du cours, monsieur, il faudrait les mettre à la fin du cours. Je les mets comme ça. Si après vous dormez, au moins, vous aurez retenu les éléments essentiels du cours. Donc, voilà, ça, c'est je dirais, une espèce de déformation professionnelle. Donc, nous avons une saveur, c'est l'umami. Une molécule, c'est le glutamate de sodium ou glutamate monosodique, et une méthode de fabrication, c'est la fermentation. Avec ça, on a quand même déjà beaucoup d'éléments. On va bien sûr les reprendre au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Alors, la définition du petit Robert, elle nous parlait tout à l'heure de saveur fondamentale. Alors, cette affaire de fondamentale nous amène à nous poser la question, c'est l'objet ici du transparent, saveurs fondamentales, lesquelles sont? Les voilà qui sont affichées. Les saveurs fondamentales, c'est le salé, le sucré, l'acide et l'amer. Ça, c'est les saveurs fondamentales auxquelles nous avons été habitués depuis notre plus tendre enfance. Bien sûr, le salé provient du sel, le sucre des sucres, ça ne va pas être grand clair pour le savoir. L'acide, c'est notamment une des composantes des légumes et des fruits, et l'amertume était historiquement un marqueur qui nous indiquait que notamment ce végétal était sans doute impropre à la consommation. Même maintenant, c'est une saveur qui est de plus en plus intéressante, mais certains expliquent que c'est une saveur un peu plus compliquée, qu'il faut un peu apprivoiser. On parle parfois de saveurs culturelles qui nécessitent un petit apprentissage, parce que naturellement, l'animal biologique, si vous voulez, qui est en nous, par l'être humain civilisé, ne va pas vers une saveur amère. Alors, on dit OK, et si on se rappelle bien la définition tout à l'heure du petit Robert, elle nous disait qu'il y avait 5 saveurs fondamentales, et donc, quelque part, elle sous-entendait que l'histoire est terminée, que si vous avez le salé, le sucré, l'acide et l'amer, je rajoute l'umami, et on a en vérité les 5 pièces du puzzle qui sont les pièces du puzzle saveur fondamentale. Et là, c'est peut-être déjà une première, je dirais, un petit coin qu'on va placer dans l'histoire officielle, c'est que ce n'est pas la même chose de dire que l'umami est la 5e saveur, mais qu'il y en a d'autres, que de dire que c'est la 5e saveur et que c'était, entre guillemets, la saveur qu'il nous manquait pour comprendre l'édifice, parce que c'était la seule pièce qui nous manquait. Et donc, vous pourriez vous dire, OK, mais alors, donc, que dit la science? La science, en vérité, la science, si vous voulez, elle nous dit que c'est le transparent qui s'affiche avec la petite huile d'olive à droite et puis le petit morceau de beurre à gauche. Elle nous dit qu'il faut ajouter à cela le gras, à qui on a donné le nom comme saveur Oleogustus, la réglisse, que moi je mangeais quand j'étais gamin, les bâtons de réglisse, c'est aussi une saveur fondamentale qui n'est pas réductible aux autres. Il faut rajouter l'éthanol, intéressant pour nous qui nous intéressons à l'éthanol. L'éthanol n'est réductible à aucune des autres saveurs. Le calcium, le bicarbonate de sodium, si vous avez déjà essayé de diluer un peu de bicarbonate alimentaire, cette fameuse, qu'on appelle la fameuse levure chimique dans un peu d'eau, vous ne savez pas le réduire à des saveurs que vous maîtrisez déjà, en tout cas pas les 4 fondamentales classiques, l'eau, qui est une forme de neutre qui n'est pas réductible non plus, et bien sûr, ça va être l'objet de cette discussion, c'est déjà l'objet de cette discussion, le glutamate, l'umami et plein d'autres. Donc en vérité, la vision la plus moderne, si vous voulez, en termes de saveurs, consiste à se dire qu'il n'y a pas 4 ou 5 ou 6 ou 7 saveurs fondamentales, il y en a en vérité un grand nombre. Parfois, certains vont jusqu'à dire une infinité, mais en tout cas, disons un très grand nombre de saveurs fondamentales dans lesquelles
notre histoire, notre culture a façonné le sucré, le salé, l'amer et l'acide, dans lequel apparaît l'umami, mais n'apparaît pas l'umami comme étant l'ultime pièce d'un puzzle dont il nous a manqué toujours une pièce, mais apparaît l'umami comme une pièce complémentaire dans un puzzle qui en fait en possède beaucoup des pièces. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai mis justement un petit morceau de beurre et une carafe d'huile d'olive sur le transparent? C'est parce que je trouve que c'est quand même plaisant de savoir que le gras en tant que tel, qui pour moi donne quand même énormément de saveur au mets hein, et aux préparations, est en tant que tel une saveur fondamentale. Donc voilà, ça c'était juste un petit clin d'œil. Et donc nous arrivons au secret numéro 1, comme c'est abordé ici hein, sur le petit transparent. Secret numéro 1, il n'y a en vérité pas de cinquième saveur mystérieuse. Il y a une infinité de saveurs dont celle du glutamate fait partie. Donc on devrait, si vous en êtes d'accord, appeler nos camarades du Petit Robert pour leur demander de changer la définition simplement en retirant le terme 5. On devrait dire l'umami, c'est la saveur produite notamment par le glutamate de sodium, considérée comme l'une des saveurs fondamentales. Si on retire l'idée qu'il n'y en a que 5, eh bien, alors à ce moment-là, l'histoire est cohérente par rapport aux recherches scientifiques. On va voir après pourquoi il y a quand même un intérêt bien compris de certaines personnes, si vous voulez, de nous expliquer qu'il n'y a que 5 saveurs et donc d'avoir un côté un peu plus romantique et de placer un peu sur une forme d'exception cette saveur qui est extrêmement intéressante, bien sûr, mais qui ne doit pas, on doit pouvoir l'analyser avec un esprit critique, bien entendu. Alors, le transparent ici qui s'affiche, si vous voulez, découverte de l'umami, eh bien, va indiquer comment s'est faite la découverte de l'umami. La découverte de l'umami s'est faite en vérité en 2 étapes. Comme c'est indiqué ici, comme vous le voyez, en 1806, il y a un chimiste français du Premier Empire, hein, donc, qui est Louis-Jacques Thénard, qui va en fait découvrir que des extraits de véritable viande dans l'éthanol provoquent une saveur particulière qu'il n'arrive pas à réduire aux 4 classiques sucré, salé, amer, acide, et il va appeler cette chose l'osmasome. Nous sommes en 1806. Du grec osme, odeur, et zomos, le jus ou le bouillon. Alors, ce chimiste est passé à la postérité d'une manière un peu moins sympathique, parce que peut-être que ce nom, d'ailleurs, résonne un tout petit peu à vos oreilles. Thénard, moi, la première fois que j'ai entendu ce nom, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. On a déjà parfois les impressions, on l'a déjà vu. Ici, c'est plus une impression, on l'a déjà entendu. Où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? Eh bien, sachez que ce chimiste, en vérité, était opposé à son époque à la réduction du travail des enfants de 16 à 10 heures quotidiennes. Et le père Hugo, hein, le bon vieux Victor Hugo, lui, il était pour la réduction du nombre d'heures quotidiennes que devaient travailler les enfants. Et donc, vu qu'il trouvait que ce monsieur Thénard n'était pas assez progressiste à son goût, il l'a brocardé dans Les Misérables sous le nom de 2 gargotiers malhonnêtes que vous connaissez, les fameux Thénardier. Donc, nous, on se rappelle plus des Thénardier que de ce monsieur Thénard qui avait eu la préscience de l'umami. Voilà, paix à son âme, si vous voulez. Nous continuons sur la suite de cette préscience, et comme c'est indiqué ici, nous sommes ici, là, on est sur le transparent ici, c'est indiqué, nous sommes en 1826, avec Jean-Thelme Brillat-Savarin, qui est le même nom que le fromage, qui est considéré comme étant le prince des gastronomes, et qui, lui, met en avant l'osmasome. Et bien sûr, il rend quelque part une forme je dirais, il rend ses lettres de noblesse au chimiste Thénard, vu qu'il dit le plus grand service rendu par la chimie à la science alimentaire est la découverte, ou plutôt la précision de l'osmasome. Donc, ce cher monsieur, qui était un fin gourmet et qui a écrit cet ouvrage en 1826, Physiologie du goût ou méditation de gastronomie transcendante, avait perçu que l'osmasome qu'avait décrit Thénard comme étant le morceau de viande dont on avait extrait la saveur dans l'éthanol était une saveur extrêmement particulière. Ce que n'avait pas fait ni notre ami Thénard, ni notre ami Brillat-Savarin, donc ils n'avaient pas relié l'osmasome à la molécule, le glutamate monosodique.
Et donc ça, il faudra, et nous changeons donc de transparent, attendre 100 ans, il faudra attendre 1908 pour que le glutamate soit isolé par un chimiste japonais, monsieur Ikeda. Alors lui, il va partir d'un ingrédient, la fameuse algue japonaise qui s'appelle le Laminaria japonica, qui est à la base de la fameuse soupe du dashi ou du konbu dashi, qui est un mets extrêmement prisé au Japon et qui, pour le coup, est un des aliments naturels, si pas l'aliment naturel qui contient le plus de glutamate monosodique à l'état entre guillemets naturel, qui contient naturellement. Disons. Alors Ikeda se rend compte que cette algue et cette soupe a une saveur particulière et par des procédés de chimie classique, le bon vieux Ikeda va réussir à isoler, si vous voulez, le glutamate monosodique. Et nous arrivons donc ici au secret numéro 2, déjà, dans notre progression sous les secrets de l'umami, c'est qu'en vérité, ce que nous appelons umami, qui est un nom japonais, nous pourrions aussi l'appeler osmasome du nom français, dans le sens que, et nous le verrons tout à l'heure, les jus de viande sont des grands pourvoyeurs d'umami, et les cubes de bouillon actuels, nous le reverrons tout à l'heure, sont des concentrés de glutamate monosodique. Donc Thénard et Béguet-Savarin avaient quelque part tout juste. Ils avaient eu ce qu'on appelle une vraie pression, c'est-à-dire qu'ils avaient mis le doigt sur quelque chose et ils n'avaient pas été jusqu'au bout de la démonstration. Mais, comme c'est indiqué, sous le Premier Empire, et cette saveur extrêmement bien décrite et précisément bien décrite n'avait pas été reliée au glutamate monosodique. Et donc, ça me permet aussi, si vous voulez, de répondre quelque part à une question que me posent souvent mes étudiants, parce que je leur parle beaucoup et souvent de l'umami, bien entendu, qui me disent, monsieur, pourquoi les autres saveurs fondamentales, elles ont un goût, enfin un nom qui change de langue en langue. Hein. Sucré, c'est pas sucré en anglais, c'est pas sucré en italien, ça a à chaque fois un nom local, tandis que umami, c'est le même nom partout. Parce que c'est un nom japonais, si vous voulez. Donc on n'a pas traduit ce nom, on a repris phonétiquement le nom du japonais. Et alors le nom est issu de la langue japonaise, quoi. Mais alors pourquoi est-ce qu'on utilise un nom japonais? On utilise un nom japonais parce que c'est un japonais, un chimiste japonais qui a isolé le glutamate monosodique. Ah, ok, donc cette saveur est reliée au glutamate monosodique. Oui, mais qu'a fait notre chimiste japonais? Et alors ça, ici, nous changeons de transparent, et ça c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'en vérité, notre chimiste japonais, il se rend compte que le potentiel de sa découverte est moins dans le fait d'avoir découvert, entre guillemets, une saveur supplémentaire que d'avoir isolé la molécule chimique. Et en 1917, il va créer Ajinomoto. Et Ajinomoto, c'est une firme qui existe toujours, qui est un des leaders mondiaux de l'industrie agroalimentaire, sauf qu'elle ne fournit pas des choses directement, sauf justement du glutamate monosodique, comme vous le voyez sur la petite illustration sur le transparent. En vérité, Ajinomoto est plutôt une firme qui fournit des choses à d'autres. Enfin, ils viennent de racheter l'aspartame à Monsanto il y a quelques années, donc voilà, c'est vraiment une énorme firme. Et Ikeda, donc notre ami japonais, va parier sur sa découverte d'un point de vue industriel, et donc il va créer une firme qui va en vérité se mettre, si vous voulez, à fabriquer du glutamate monosodique à forte dose afin de permettre aux industries agroalimentaires qui souhaitent faire des plats préparés de l'utiliser, bien sûr, pour relever la saveur des préparations. Alors là, on dit, ah tiens, pour relever de la saveur de préparation. Et donc ça, c'est un peu la question qui arrive ici, mais donc à quoi sert le glutamate monosodique? Eh bien, le glutamate monosodique, en vérité, c'est un exhausteur de goût. Code E621, parce que l'Union européenne a réussi, malgré les pressions et les lobbies, à classer le glutamate monosodique dans la catégorie des exhausteurs de goût. Donc, ce glutamate monosodique, qui est à la base de la saveur umami, est en vérité un exhausteur de goût. Un exhausteur de goût, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui donne plus de goût, qui va renforcer les autres goûts. Et donc, on change, et on a le secret numéro 3 qui s'affiche ici sur le transparent, c'est ce que j'appelle le paradoxe de l'umami. Vous savez que j'aime bien les paradoxes, donc si je peux en trouver un, je le place. C'est le paradoxe de l'umami, c'est que quelque part, on dit, ah oui, non, mais ça, c'est une saveur fondamentale, et d'un autre côté, c'est un exhausteur de goût. Donc, si c'est un exhausteur de goût, quelque part, c'est qu'il n'a pas vraiment de saveur en tant que tel, mais qu'il est là pour magnifier les autres saveurs. Alors,
c'est un peu un paradoxe un peu boitillant, disons, parce que vous avez un autre exhausteur de goût qui est une saveur fondamentale, qui est le sel, bien sûr. Donc, je veux dire, cuisine minimalement, c'est bien qu'à un moment donné, le sel est nécessaire pour relever le goût des aliments, mais c'est aussi une saveur fondamentale. Ben voilà, quelque part, le glutamate est un peu dans cette idée-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, sachez qu'il y a de plus en plus d'expériences qui sont faites notamment c'est surtout en Amérique ou au Japon, hein, bien sûr, que sont pilotées ces expériences pour permettre à des personnes qui doivent aller sur des régimes extrêmement sévères dans l'abolition du sel, de remplacer le sel par du glutamate monosodique, ce qui leur permet d'avoir quand même un peu de saveur, même si elle est un peu différente de la saveur, mais enfin d'avoir quand même des aliments qui récupèrent de la saveur et d'avoir le plaisir de manger, donc de se battre aussi contre la dénutrition, mais tout en diminuant, bien sûr, l'apport en sel pour des personnes qui, pour des raisons, si vous voulez, médicales, doivent essayer de limiter vraiment d'une manière très drastique leur rapport en sel. Et par ailleurs aussi, il y a des études, comme ça, voilà, vous le saurez, qui sont faites sur des populations de personnes extrêmement âgées qui sont sujettes à ce qu'on appelle la fameuse dénutrition des personnes âgées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont moins envie de se nourrir, et on s'est rendu compte, en faisant des études, que lorsqu'on rajoutait un peu de glutamate monosodique dans les aliments, eh bien, ces personnes mangeaient un peu plus, donc ça pourrait être aussi une manière de combattre, si vous voulez, ce qui est un mécanisme physiologique, mais bon, a priori, on veut essayer de le combattre, qui est le fait qu'à un moment donné, les personnes extrêmement âgées se nourrissent un peu moins. Le fait qu'on mette un peu de glutamate monosodique dans les préparations peut les aider. Alors, nous abordons ici sur ce transparent qui s'intitule « Description lexicale », eh bien, un peu la suite de notre paradoxe sur l'umami, qui est un exhausteur de goût. Parce que si c'est un exhausteur de goût, c'est qu'il n'a pas en tant que tel de saveur en tant que tel. Enfin, en tant que tel, le saveur en tant que tel, là, je ne sais plus parler, mais enfin, vous avez compris. Alors, il y a une expérience qui a été réalisée à l'université de Californie, à Davis, en 1986. On s'est beaucoup intéressé d'un point de vue scientifique à l'umami dans les années 80. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à ça. On a vraiment découvert cette affaire. Et cette expérience a en vérité visé différents groupes de sujets et a vérifié comment ces sujets caractérisaient différents aliments. Il y avait des aliments qui étaient présentés entre humains naturellement et puis des aliments qui étaient présentés avec ajout de glutamate monosodique. Alors, on a sur la colonne de gauche, sur le transparent, les descripteurs qui étaient utilisés par les sujets monolingues anglais-américains. Donc, ils ne parlaient qu'une seule langue. Et alors, quand ils avaient l'ajout de glutamate monosodique, il disait ouais, c'est un peu c'est salé, oui, c'est pas faux, ça peut ressembler parfois à du sel, ou en tout cas on peut le définir comme ça. C'est un peu indéfini. Il disait c'est poissonneux ou bouillon de bœuf. C'était les descripteurs qui étaient les plus souvent utilisés. J'aime assez bien le compte-rendu de cette expérience parce qu'on voit aussi le côté un peu antinomique. Hein. À la fois c'est poissonneux et à la fois c'est bouillon de bœuf. Par contre, c'est là que c'est vraiment exceptionnel et qu'on voit toute la différence culturelle, bien sûr. Les sujets monolingues japonais, eh bien, eux, ils étaient bien sûr beaucoup plus précis. Ils disaient soit dashi, ça c'est l'ingrédient de base naturel, soit ils disaient umami, ça c'est le terme, si vous voulez, qu'ils connaissaient, soit ils disaient Ajinomoto, c'est-à-dire le terme de la firme, le terme commercial, comme on pourrait dire sopalin en France pour du papier éponge, ou comme on dit Bic en Belgique pour parler d'un stylo bille. Alors, j'ai souhaité, et c'est l'objet de ce transparent aussi, j'ai souhaité reproduire cette expérience avec quelques étudiants à l'école d'énologie de Tegucigalpa. On l'a reproduit en 2019, cette expérience. Et donc, j'ai présenté ces étudiants de l'eau simplement du robinet, dans laquelle j'avais ajouté un tout petit peu de glutamate monosodique. Il y avait l'eau et puis l'eau avec le glutamate monosodique. C'était extrêmement simple. J'ai dit, mais tiens, est-ce que vous pouvez me décrire cette saveur? Et le terme qui est revenu le plus souvent, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était potage aux cheveux d'ange. Alors, potage aux cheveux d'ange, moi, ça m'a un peu arraché, enfin, je me suis un peu arraché les cheveux. Déjà que j'en ai plus beaucoup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où cette histoire de potage aux cheveux d'ange? Et à un moment donné, le franc est tombé. En vérité, l'Université libre de Bruxelles, dans laquelle j'enseigne, se trouve au plein milieu d'un quartier où il y a foultitude de restaurants
restaurants asiatiques de toutes sortes, où on peut manger à un prix extrêmement contenu. Et donc, en vérité, les étudiants n'avaient pas à disposition un lexique particulier pour définir cette saveur, mais par contre, ils se rappelaient bien que quand ils avaient mangé le potage cheveux d'ange, qui est un des potages les moins chers dans les restaurants, asiatiques aux alentours de l'université, ben, ça goûtait un peu ça. Alors, ni une ni deux, j'ai été, comme c'est indiqué ici sur le transparent, voir sur l'Internet, mais ça, c'est quoi, comment est-ce qu'on fait ce potage de cheveux d'ange? Eh bien voilà, prenez la recette, faire bouillir de l'eau avec une tablette de bouillon de bœuf, puis il faut ajouter les fameux cheveux d'ange, laisser cuire frémissement, et puis on peut mettre un peu de persil, ciboulette, ça feuille hachée, ça c'est un peu pour le folklore, et bien sûr un peu de viande selon vos goûts. Et ça, c'est pas par hasard que tablettes de bouillon de bœuf et viandox, je les ai sont mis en rouge transparent, c'est parce qu'en vérité, ce sont les concentrés de glutamate monosodique, ainsi que nous le verrons. Et donc, nos fameux étudiants qui disent potage aux cheveux d'ange, eh bien, ils étaient assez précis, en vérité, quelque part aussi précis qu'un locuteur monolingue japonais qui dit que c'est du dashi ou du kombu dashi. Parce que l'un fait référence à un aliment qu'il connaît et l'autre qui fait référence à un autre aliment qu'il connaît, mais à la fin de l'histoire, ils avaient bien senti ce qu'était la solution qui leur était proposée. Alors, lien avec l'osmasome. Faisons le lien donc maintenant entre umami et osmasome. Alors, si vous voulez, en 1826, Jean-Thelme Brillat-Savarin, donc notre fameux gastronome, va décrire l'osmasome. Mais il nous dit que c'est l'osmasome qui fait le mérite des bons potages. De nouveau, les potages réapparaissent. C'est lui qui, en se caramélisant, forme le roux des viandes. C'est par lui que se forme le rissolé des rôtis. Enfin, c'est de lui que sort le fumet de la venaison et du gibier. Bon, bien sûr, c'est un peu de la langue de 1826. Je pense qu'on n'écrirait plus ça comme ça, mais soit. Donc, on voit bien que même sous la plume, j'allais dire, de Brillat-Savarin, de notre ami Brillat-Savarin, eh bien, il avait déjà bloqué l'osmasome au potage, au bouillon, comme nos étudiants l'ont bloqué ou l'ont calé sur le potage aux cheveux d'ange. Et alors, le transparent qui s'affiche ici, se pourrait-il que l'équation osmasome égale cube soit vraie? Ça, si c'est vrai, c'est aussi un sacré secret, si vous voulez. Si l'osmasome, donc l'umami, c'est en fait un cube de bouillon. Eh bien, voilà, j'ai perdu, je me retrouve, sorry. Voilà le secret numéro 4. Le secret numéro 4 qui apparaît ici sur le transparent. Si vous prenez un cube de bouillon, ici j'ai pris le cube Maggi, voilà, enfin pas le cube en tant que tel, si vous prenez la boîte du cube de bouillon et vous regardez les ingrédients qui apparaissent, eh bien vous voyez qu'en vérité, on trouve, eh bien vous avez du sel, des graisses, souvent de très basse qualité, graisse de palme ou autre, et des exhausteurs de goût, glutamate monosodique, et puis il y en a d'autres, guanylate et inosinates. Ce sont d'autres molécules qui participent à l'umami, mais ici, dans le cadre de cette conférence, je me concentre sur le glutamate monosodique. Si vous souhaitez aller plus loin, tout ça, bien sûr, est décodé en long et en large et en travers dans mon livre. Donc, en vérité, le cube de bouillon que peut-être l'un ou l'autre et l'une ou l'autre d'entre vous utilise en cuisinant, c'est en vérité une flavor bomb, comme diraient nos amis anglo-saxons. C'est un gigantesque exhausteur de goût. C'est de la graisse, donc on a vu que c'est un goût, une saveur, c'est du sel et c'est du glutamate monosodique. Donc oui, c'est normal que si vous faites n'importe quelle préparation et vous mettez un peu, un demi, un quart de cube de bouillon en préparation, ben vous allez avoir une explosion de saveur en bouche. Il y a toujours un revers à la médaille, c'est que si vous le mettez dans toutes les préparations, à un moment donné, vous allez un peu uniformiser, ça va un peu lisser les préparations qui vont avoir toujours un peu cette saveur qui va se retrouver dans l'ensemble des préparations parce que forcément, on utilise un exhausteur de goût. Mais l'industrie agroalimentaire a à un moment donné compris que le consommateur était un peu attentif à ça et que le consommateur, petit à petit, allait
un peu plus lire les ingrédients, quand bien même ils sont écrits en petit, avec, comme vous le voyez, je dirais le contraste est pas extrêmement efficace pour qu'on soit obligé de s'abîmer les yeux et d'y perdre une demi-dioptrie. Donc, et c'est l'objet de ce transparent, le secret 4 bis, alors, il y en a un deuxième qui arrive en cadeau, c'est que l'industrie agroalimentaire s'est mise à sortir des nouveaux produits. Ici, vous avez un cube Knorr, nouveau, comme son nom l'indique, qui est fait avec du bouillon de poulet naturel, nous dit-on, sans MSG ajouté. Bon, alors là, il faudrait peut-être contacter le service marketing de Knorr parce qu'ils n'ont pas réussi à traduire glutamate monosodique parce que MSG, c'est en anglais, hein, c'est monosodique glutamate. Mais, donc ça marche bien dans l'écriture en anglais qui est juste au-dessus, mais dans l'écriture en français, il faut écrire GMS, bien sûr, glutamate monosodique. Mais au-delà de ce petit point de détail, il nous vante que ça, c'est un cube de bouillon honnête, si vous voulez, parce que lui, il n'a pas la poudre de perlimpinpin qu'on a rajoutée. OK, mais la ligne d'après, vous voyez qu'il y a des extraits de levure. Alors vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on met des extraits de levure dans un cube de bouillon? Ce n'est pas pour que le bouillon lève, ça n'a pas de sens d'aller mettre des levures et donc des extraits de levure dans un cube de bouillon. Quel est le sens? En vérité, les levures, comme les extraits de levure, sont les grandes pourvoyeuses de glutamate monosodique. Rappelez-vous, le glutamate monosodique est fabriqué par le processus fermentaire. Donc, quand vous mettez de l'extrait de levure dans un cube de bouillon, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'indiquer que vous avez techniquement rajouté du glutamate monosodique, mais à la vérité, c'est ce que vous avez fait. Et donc, en fait, vous mettez un ingrédient qui n'est pas nécessaire, parce qu'a priori, vous n'êtes pas censé avoir des levures dans un cube de bouillon, ce n'est pas un machin pour faire lever une pâte, mais par contre, c'est absolument nécessaire parce que vous êtes obligé de mettre du glutamate monosodique tout en prétendant que vous ne l'avez pas mis. Donc là, je trouve que, je dis, excusez-moi, mais de temps en temps, on nous prend un peu pour des billes. Et donc, en vérité, le livre vous permet aussi de décoder un peu, si vous le souhaitez, ces fameuses sources de glutamate caché. Et donc ça, c'est le transparent qui apparaît, les sources de glutamate caché, le fameux secret 4 bis. Eh bien, retenez en tout cas que quand vous verrez apparaître sur des ingrédients des termes comme levure, caséinate, soja ou hydrolysé, pour des raisons chacune adéquates, eh bien, ce sont chaque fois, si vous voulez, des termes qui, bien sûr, renvoient à une source furtive, disons-le comme ça, de glutamate monosodique. Donc, techniquement, on n'a pas été acheté chez Ajinomoto, si vous voulez, une caisse de cristaux blancs de glutamate monosodique qu'on a mis dans la préparation, mais on a mis des levures ou des extraits de levure qui en contiennent. Et donc, en vérité, à la fin de l'histoire, on a quand même mis du glutamate monosodique sans être obligé de l'indiquer. Et donc, tous les ingrédients qui possèdent levure, caséinate, soja ou hydrolysé, avec tous les dérivés qui viennent, ne sont pas obligés d'indiquer glutamate monosodique ou E621, mais en vérité le contiennent. Donc voilà, ça c'est la suite, si vous voulez, du secret 5 bis, du secret 4 bis, sorry. Alors nous passons maintenant au secret numéro 5. Ah, le secret numéro 5. Le secret numéro 5, c'est quelque part, nous l'avons déjà vu depuis le départ, mais maintenant il est bloqué, calé en tant que secret. C'est-à-dire que le glutamate monosodique est inhérent au processus fermentaire. Ça, maintenant, on commence à le comprendre. Et donc, vous vous rappelez, c'était l'objet de notre premier ou deuxième transparent du début de notre petite causerie. La viande, c'est du saucisson, le lait devient du fromage, le chou de la choucroute, le jus de raisin du vin. Ce sont tous des aliments qui possèdent du glutamate monosodique. Ainsi que c'est indiqué ici sur cette photo d'une viande maturée, donc sur ce transparent, ben, vous voyez en vérité ici que la fameuse viande maturée est aussi une viande sur laquelle agit un processus fermentaire et enzymatique. Et la viande maturée est aussi une viande qui a plus de saveur, pas uniquement parce qu'elle est asséchée par son processus de maturation, mais elle possède aussi plus de saveur parce qu'il y a du glutamate monosodique qui apparaît lors du processus de maturation. Voilà, donc vous voyez que finalement, tout est somme toute relativement logique. Alors,
je vous le disais, ici, comme c'est indiqué sur cette diapositive, hein, sur ce transparent, avec vous voyez ici le morceau, le maïs, si vous voulez, qui se transforme en glutamate monosodique. C'est simplement pour vous indiquer que les sources premières de la fabrication industrielle du glutamate monosodique, c'est bien sûr pas la viande, ni du jus de raisin, je veux dire, ni du lait. Ça coûterait beaucoup trop cher de fabriquer du glutamate monosodique à partir de ces sources-là. Et donc, les sources, si vous voulez, avec lesquelles on fabrique le glutamate monosodique, ce sont des sucres simples qui peuvent ensuite être fermentés, desquels on va extraire l'acide et qui va ensuite précipiter en glutamate monosodique. Et donc, les fameuses sources sur lesquelles on travaille, ce sont soit du maïs, hein, soit du manioc, soit encore de la canne à sucre. Voilà, ça c'est pour que vous ayez un peu le calage sur les différentes sources qui sont utilisées. Alors, nous changeons de transparent et nous sommes ici sur le secret numéro 6. Donc, le secret numéro 6, qui est un peu un secret un peu alternatif peut-être par rapport à notre culture, qui est le fameux secret du Kentucky Fried Chicken. Parce que là, si vous allez aux États-Unis, ça c'est quand même une institution, le fameux KFC, hein, ce fameux poulet, eh bien, on vous raconte toutes les histoires abracadabrantesques expliquant que le fondateur a caché la recette dans un coffre d'une banque, que cette recette a été mise au point après des années de recherche, qu'elle contient 11 herbes et aromates et patati et patata. Et donc, en vérité, ça, c'est bien sûr une vaste blague. Bien sûr, une vaste blague. Et ici, comme c'est indiqué sur ce transparent aussi, le secret numéro 6, suite, eh bien, en fait, les 11 substances magiques ne sont en fait en vérité que 5. Elles ne sont en fait que de la farine, du poivre, du sucre, du sel et le fameux glutamate monosodique. Donc, vous comprenez que si vous aimez de temps en temps, parce que moi aussi de temps en temps, j'aime bien une nourriture qui n'est pas tout à fait légale, disons, mais si de temps en temps, vous avez ce fameux goût de reviens-y, eh bien, c'est dû au fait à quoi? Au fait que vous êtes en train de manger un concentré de sel, de sucre et de glutamate. Donc, bon, bien sûr, c'est un peu régressif, plus la graisse de cuisson. Donc, vous imaginez, c'est absolument régressif comme accord. C'est la partie reptilienne du cerveau qui est mise en action. Et donc, ce n'est pas scandaleux qu'on trouve ça bon et qu'on ait un petit souvenir que c'était vraiment très, très bon et qu'on a envie d'y retourner. Alors, l'idée, comme vous le voyez ici hein, sur cette diapositive, l'idée maîtresse du livre, bien sûr, et quelque part un peu de la conférence, et on va petit à petit terminer là-dessus, c'est quelque part de dire, OK, faisons attention au glutamate monosodique de l'industrie agroalimentaire, ça vraiment que chacun fasse attention, mais par contre, allons privilégier les aliments qui en contiennent naturellement. Donc, les aliments qui en contiennent naturellement. Et donc là, je peux, et nous changeons de transparent, donc je peux vous demander quel aliment possède beaucoup d'umami, quel aliment possède beaucoup de glutamate monosodique, en moyenne 1600 mg pour 100 g de produit. C'est un aliment qui a une importance extrêmement considérable dans une culture européenne et méditerranéenne en vérité. Alors bon, voilà, bon, peut-être que l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre d'entre vous qui a la solution, mais voilà, ça c'est le secret numéro 7 qui apparaît sur cette diapositive, hein, c'est bien sûr le parmesan. Hein. Donc le parmesan est l'aliment qui, au-delà de l'algue japonaise, mais bon, je suppose que vous, comme moi, on ne mange pas tous les jours, eh bien c'est l'aliment qui en possède le plus. Et alors on comprend quand même le génie de nos camarades italiens, qui consiste à saupoudrer les pâtes de parmesan, parce que ce faisant, ils ont vraiment mis un masta exhausteur de goût. Pourquoi? Parce que le parmesan, comme tout fromage, c'est 40% de matière grasse, comme tout fromage, c'est bien sûr un bain de saumure, donc c'est du sel, et en plus, c'est du glutamate monosodique. Donc, entre guillemets, que demande le peuple? Alors, question qui apparaît ici, quel autre aliment du même style, donc si vous voulez, du même ordre, donc quel autre aliment fromager possède beaucoup d'umami. Alors lui, par contre, c'est un fromage de la culture française. Hein. La France reste quand même, enfin pas reste, a toujours été le pays des fromages, hein, avec plein d'autres qualités. Mais je dis que ça, c'est quelque chose, enfin une primauté que personne ne conteste, c'est celle-là. Alors c'est vraiment le fromage par excellence. Certains considèrent que c'est le fromage
fromage le plus goûtu, hein, comme on dit. Voilà, c'est le secret numéro 7 bis, si vous voulez. Eh bien, c'est le fameux Roquefort. Le fameux Roquefort est un aliment qui possède juste un tout petit peu, un peu moins de glutamate monosodique que le parmesan. Donc, lui possède 1200 mg pour 100 g de produit, ce qui signifie 1,2 g en vérité de glutamate monosodique pour 100 g de produit. Alors, nous avançons avec le secret 7 terres, avec un petit tableau ici sur le transparent qui s'affiche, le secret 7 terres. Eh bien, c'est simplement, vous voyez, c'est un tableau qui est tiré du livre, hein, bien sûr, vous voyez ici que les tomates bien mûres, eh bien, elles possèdent aussi beaucoup de glutamate monosodique. Et donc, vous comprenez également pourquoi éventuellement la cuisine méditerranéenne peut sembler extrêmement goûtue. D'abord parce qu'elle utilise beaucoup de tomates, mais aussi parce que ces tomates sont extrêmement mûres. Et vous voyez qu'entre la tomate partiellement rouge ou rouge pâle et la tomate mûre ou surmûrie, la proportion de glutamate monosodique, eh bien, vous passez de rouge pâle à 74 mg pour 100 g de produit jusqu'à la complètement mûre, 175, et la surmûrie de 163. Donc, ça évolue vraiment extrêmement beaucoup avec la maturation du fruit légume. Je ne sais jamais, enfin, ouais, c'est techniquement un légume, mais je pense que c'est aussi techniquement un fruit, la tomate. En vérité, les tomates qui en contiennent le plus sont bien sûr les tomates cerises. Alors, on parle quelque part des vraies tomates, hein, si vous voulez pas, les tomates qui arrivent dans les supermarchés, qui sont toutes rouges et bien jolies, mais qui entre guillemets, ne goûtent rien, qui sont juste de l'eau, celles-là, elles ont très très peu de glutamate monosodique, bien sûr. Donc là, il faut rajouter huile, sel, poivre, vinaigre, enfin tout ce qu'on veut pour essayer de les assaisonner. Alors, en bonus, si vous voulez, on termine par là. J'ai encore deux transparents à vous montrer. En bonus, j'ai repris du livre parce que le livre se termine par un cahier de recettes. Alors, le cahier de recettes du livre, c'est en vérité un cahier de recettes tiré du fameux Talisman de la Felicità, le talisman de la félicité, du bonheur, pourrait-on dire, qui est un livre, un compendium de recettes écrit par l'autrice, maintenant faut-il dire, ou l'auteur Adda Boni en 1925. Alors, Adda Boni donne la recette des pâtes carbonara, la sienne. Alors, les pâtes carbonara, ça, j'ai hésité à vous en parler parce que je sais que dès que je mets le doigt sur la pâte carbonara, c'est la guerre thermonucléaire, entre guillemets. Pourquoi? Parce que les pâtes carbonara, c'est vraiment un terme polysémique, quoi. Chacun a son idée de la carbonara qui n'est pas l'idée du voisin. Et même en Italie, les recettes ne sont pas les mêmes. Mais toujours est-il, Adda Boni est romaine, hein, donc elle écrit de Rome, si vous voulez. Donc, la recette qu'elle met dans son livre, ben, la voici. Donc, c'est spaghetti, œufs entiers, pancetta non fumé, beurre, parmesan, oignon, persil, une touffe, poivre, vin blanc sec, un demi-verre. Et vous voyez qu'en vérité, pourquoi est-ce que vous, comme moi, on a quand même l'impression, bon an, mal an, que les pâtes carbonara, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et que c'est si bon que si on vous dit, ah, on fait les pâtes carbonara, tout le monde dit, ah oui, ça va être super bon, mais parce que c'est aussi un concentré de glutamate monosodique. Les œufs en contiennent beaucoup, la pancetta en contient, le parmesan en contient, l'oignon et le verre de vin blanc. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait, si vous voulez, de tout à fait exceptionnel. Et je termine par un dernier bonus qui est aussi raconté dans le livre, qui est une petite, si vous voulez, une petite histoire qui s'est déroulée il y a quelques années, mais de mémoire, il y a 2 ans et demi. Un restaurateur londonien avait servi à un client un plat de ravioli au crabe dans une sauce crémeuse au saumon, crab ravioli in a cream salmon sauce. Bon, alors moi j'ai demandé à mes parents qui m'ont dit, bon, écoute, cette recette, c'est peut-être une recette italienne vue de Londres, mais je dis, aucun restaurant dans la vraie Italie va servir ça. Mais au-delà de ça, le client avait demandé un peu de parmesan pour mettre sur sa recette, qui n'a pas l'air vu comme ça extrêmement engageante. Et le restaurateur s'est fendu d'une diatribe sur les réseaux sociaux et sur l'Internet, assez peu délicate, comme vous pouvez la lire, et qui était donc de demander jamais, 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 écrit en majuscule, du fromage sur un plat de poisson, essayez plutôt le parmesan sur une bouse de vache, ça devrait vous plaire. Bon, outre que ça ne montre pas un tact et une, je dirais, une esthétique énorme de la part du restaurateur, mais en vérité, je ne suis pas certain que le client avait commis une faute, dans le sens que si le client est par les plats qu'il mange tous les jours, par les préparations éventuellement qu'il achète, ceci, cela, un peu porté ou habitué, disons, à avoir
du glutamate monosodique en quantité relativement importante dans les plats et dans les préparations. Il était en vérité assez précis et assez pointu. Il avait repéré qu'avec le sel, le poivre et l'huile d'olive qui étaient à table, il n'avait pas assez pour redonner à la préparation la plénitude à laquelle lui était habitué. Et cette plénitude, il savait qu'il la retrouverait avec le parmesan dont on a vu tout à l'heure, qui est l'aliment qui contient le plus de glutamate monosodique. Et donc, nous terminons ce petit exposé, ce petit moment que j'ai eu énormément de plaisir de passer avec vous, par cette citation latine, hein, de gustibus non est disputandum. Voilà, il n'y a pas lieu de se chamailler sur les goûts. Tous les goûts sont dans la nature. Et donc, il n'y a pas lieu d'aller insulter une personne qui souhaite mettre du parmesan sur un plat de poisson, même si on peut considérer que ce n'est pas la recette canonique. De la même manière que pour les carbonara, vous demandez à 4 personnes différentes, elles auront chacune une recette différente, les unes mettant du parmesan et les autres ne mettant pas de parmesan. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long, et si j'ai débordé que de 5 minutes. Et je suis bien entendu d'abord ravi d'avoir passé ce moment avec vous et vous en remercie encore et surtout tout à fait disponible pour répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez me poser. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Fabrizio, pour cette conférence passionnante. Voilà, nous allons passer aux questions. Alors, la première, c'est en termes d'accords mets et vins. Quel vin, Avec vous l'umami. accorderiez avec l'umami? Oui, alors ça, c'est tout un chapitre de livre. On ne pouvait pas tout faire. En vérité, d'un point de vue vraiment précis, il faut un vin qui est intense et persistant. Donc, le glutamate monosodique va augmenter la persistance du mets, il va augmenter l'intensité du mets, et donc vous devez monter. Ce sont deux caractéristiques qui, en termes d'accord, mais vins doivent aller dans ce qu'on appelle en phase. Donc, vous devez monter votre persistance, c'est-à-dire la longueur en bouche du vin, et il faut augmenter l'intensité du vin, mais ce n'est pas, vu que c'est un exhausteur de goût, on ne peut pas dire c'est un vin blanc, un vin rouge ou un vin rosé, ça dépend quel aliment, si vous voulez, le glutamate et l'umami va être, vous ne le mangerez pas pur, ce glutamate ou cet umami, donc ça va dépendre bien sûr de la préparation, du reste de la préparation. D'accord. Et comment retrouver l'umami dans le vin? Ah, alors comment retrouver l'umami dans le vin? Ça, c'est assez compliqué. Alors nous, on l'a fait l'expérience à l'école d'énologie de Rouen-Endine, c'est que la télévision publique belge nous avait demandé de reproduire, si vous voulez, un vin en laboratoire. Donc on avait pris bien sûr du jus de raisin, et puis et à la fin de l'histoire de toute notre expérience, on avait rajouté de l'éthanol, on avait rajouté des tanins, enfin on avait fait tout proprement, comme un parfait petit chimiste. Bon, ça prend un peu de temps, mais à la fin, il manquait quand même quelque chose. Et alors, après, on a rajouté un tout petit peu de glutamate monosodique. Et là, on a trouvé la plénitude. Alors, c'est très compliqué si vous n'avez pas un repère de base de dire ça, c'est le glutamate dans le vin. Donc, si vous souhaitez pour vous jouer au petit chimiste, moi, le vrai conseil que je puisse vous donner, c'est rendez-vous dans une petite épicerie asiatique, vous demandez de l'umami ou Ajinomoto. Je dis que c'est un petit sachet, ça coûte 1 euro, 1,50 €. Hein. Je dis que vous le ramenez à la maison et puis vous en mettez un fond de cuillère à café dans un verre d'eau et vous goûtez. Donc, comme ça, vous vous calez sur la saveur pure, si vous voulez. Et après, quand vous redégustez le vin, vous allez le retrouver. Bien sûr, le vin a ceci de difficile, c'est que l'éthanol est quand même va prendre le dessus. Donc, c'est comme les perceptions des amertumes, c'est comme les perceptions des acides. Moi, dans mon expérience gustative, je le sens plutôt en finale. Voilà, c'est à ce moment-là, quand l'effet de l'éthanol s'est un peu dissipé, je dis, ah ouais, là, il y a ce côté, moi j'appelle bouillon de poule ou parmesan, si vous voulez, du glutamate, plutôt en finale quand l'effet de l'alcool s'est dissipé. Mais il faut quand même essayer d'avoir une base, si vous voulez. Donc, c'est plus facile d'acheter quelques cristaux que vous diluez dans un petit peu d'eau. D'accord. Alors, une autre question. Alors, pourquoi cette saveur plaît dans toutes les cuisines du monde? Pourquoi ce côté universel?
Bah ça, c'est comme le sel, c'est comme le sucre, hein, c'est vraiment, c'est une saveur qui effectivement est universelle. On n'a pas de raison à ce stade, hein, si ce n'est de considérer qu'il y a des éléments universels dans la biologie de l'être humain, hein, si vous voulez. Alors, la petite différence par rapport au sel ou au sucre, c'est qu'on n'en a pas besoin, dans le sens que vous ne pourriez, enfin, sauf vraiment en cas pathologique, mais vous ne pourriez pas avoir un régime à 100% sans sel. Vous avez besoin d'un peu de sel pour l'équilibre homéostatique des cellules et autres. De la même manière, on a besoin de sucre. Je veux dire, le sucre, c'est pour pourvoyeur d'énergie. L'acide glutamique, qui est en fait l'acide qui va précipiter grâce au sodium en glutamate monosodique, l'acide glutamique, c'est un acide aminé qui est considéré non essentiel. Donc, ça veut dire que c'est un acide dont on n'a pas besoin d'un apport exogène. Donc, ça, c'est la petite différence quand même par rapport au sel et au sucre, dont techniquement on a besoin. Outre le fait que, bien sûr, le sel et le sucre se trouvent, je dirais, facilement à l'état naturel. Je dirais le sel, bien sûr, dans les salières, dans l'eau de mer, le sucre ne fût que dans le miel des gentilles abeilles, mais par contre, le glutamate monosodique, il faut quand même travailler chimiquement pour aller l'extraire. Hein. Mais le fait que c'est une saveur qui est universellement appréciée, ça participe voilà, d'une série de fondamentaux de la race humaine, disons. Voilà. D'accord. Alors, une autre question sur les cépages. Est-ce que il y a des vins ou bien des cépages où l'on retrouve particulièrement l'umami? Ah, non, moi j'ai pas eu cette impression-là. Moi j'ai pas eu cette impression-là. Moi j'ai vraiment moi je le retrouve, je dirais peut-être plus facilement peut-être dans les vins qui n'ont pas été passés en fût de chêne, voilà, parce que ça aussi vient masquer. Mais en termes de caractéristiques variétales, c'est vraiment le processus fermentaire, si vous voulez. Donc oui, les végétaux sont pourvoyeurs de guanylate et d'inosinate, donc qui sont un peu qui sont les molécules qui vont avec. Mais si vous voulez, c'est bien le processus fermentaire de transformation des sucres en éthanol qui va produire l'umami. Donc, vous n'avez pas que l'umami dans le vin, par ailleurs. Vous avez l'umami dans la bière aussi, par exemple. Donc, moi, dans ma modeste expérience, je n'ai pas retrouvé l'umami facilement en disant, oui, type dans un médoc, j'ai beaucoup d'umami et je ne l'ai pas à Saint-Émilion. Moi je n'ai pas cette expérience-là, ni avec des cépages. D'accord. Et est-ce que cet umami est bénéfique pour la santé? Oui, alors ça, c'est encore un autre chapitre du livre. Bénéfique, sûrement pas, parce qu'il n'est pas nécessaire. Et donc, la question est plutôt de dire, est-ce qu'il est nocif pour la santé? Ça, c'est la question qu'on pose. À ce stade-ci de la discussion, il n'y a pas de seuil maximum conseillé, si vous voulez, d'absorption quotidienne, mais en vérité, on fait très, très peu de données. Si vous voulez, c'est souvent le cas, l'industrie agroalimentaire est passée par là, donc elle a été un peu plus vite que la législation et que les recherches. Donc, on ne sait pas, aujourd'hui, aussi bizarre que ça puisse paraître, on ne sait pas savoir quelle est la moyenne de consommation de glutamate d'un Français, d'un Belge. Donc, on a extrêmement peu d'informations. Et par contre, il y a quand même une série d'études convergentes qui semblent indiquer qu'un excès peut avoir excusez-moi, peut avoir quand même un excès de glutamate peut avoir des conséquences quand même extrêmement néfastes pour la santé. Mais alors, à quel niveau est cet excès, bien sûr ce sont chaque fois, ce sont comme souvent des expériences, on a été un peu tous drillés maintenant depuis le Mmh. virus, avec plein d'expériences pour les sens, des expériences qui sont faites avec des rongeurs. Alors, on dit, ouais, mais on l'a mis tout seul, et puis avec des rongeurs, est-ce que on peut généraliser? Mais enfin, à la fin de l'histoire, il semble quand même que, enfin, une forme de principe de précaution serait de ne pas aller trop dans l'excès, disons. Et donc, bon, je cite beaucoup d'expériences simplement pour qu'on soit attentif. Il faut y être attentif, je pense. Il faut y être attentif. D'accord. Alors encore quelques questions. Alors pourquoi le mot umami n'apparaît jamais dans les commentaires de dégustation? Parce que c'est une très très bonne question et qui quelque part rejoint une série d'autres questions qui ont été posées. On est dans une saveur
Oui, c'est une saveur fondamentale au sens scientifique, mais c'est un exhausteur de goût au sens européen quand même. Et donc on n'a pas les termes de vocabulaire pour le coder. Et si vous voulez, autant dans les cuisines asiatiques, vous avez un petit pot de cristaux blancs de glutamate monosodique qui sont dans la cuisine. Hein. Vous avez dans les restaurants, dans les restaurants asiatiques en France ou en Belgique, c'est tout à fait officiel, si vous voulez. Et autant nous, on a du sel et du poivre et de l'huile, quoi. Donc on n'est pas habitué à cette saveur. Et donc, elle passe un peu au bleu, quoi, si vous voulez. Donc, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Il y a de plus en plus, si vous voulez, maintenant, ce que j'appelle d'accords bizarres. Hein. Donc, on fait des accords avec des bières, ça, c'est même plus bizarre, c'est presque devenu commun. Mais maintenant, on fait aussi des accords, par exemple, avec du saké. Alors, le saké, aussi bizarre que ça puisse paraître, ce n'est pas une eau de vie. C'est un vrai vin fait à base d'un grain qui est le riz. Et donc là, il y a une explosion d'umami dans le saké. Donc là, de temps en temps, quand je lis des comptes rendus de dégustation ou d'accords très pointus, si vous voulez, avec certains plats et du saké, le terme umami apparaît. Mais sinon, en vérité, on n'a pas la maîtrise. Donc en fait, je pense qu'on passe un peu au travers de cette saveur, si vous voulez. Et donc forcément, on ne la met pas dans les commentaires. Mmh mh. Mmh. Très bien. Est-ce qu'il y a dans une zone de la bouche qui serait plus, réceptrice de l'umami comme pour le salé, le sucré ou l'acide? Oui, alors merci pour la question. Bon, voilà, ça, c'est la fameuse cartographie de la langue, ça, on en parle dans le livre. Alors, on a considéré il y a quelques années que c'était une vaste fumisterie. Cette cartographie, maintenant, revient un peu et on considère qu'elle est peut-être, qu'il y a quand même des zones de la langue. Mais bon, à la fin de l'histoire, l'umami, si vous voulez, dans la littérature scientifique, ben voilà, lorsqu'on a commencé à beaucoup parler de l'umami, c'est au moment où la cartographie de la langue a été tout à fait retirée en disant non, non, ça c'était une fumisterie, une mauvaise interprétation d'un article écrit en langue allemande qu'on n'avait pas bien compris, ce qui est vrai hein, pour le coup. Et en vérité, on considère que l'ensemble des papilles gustatives, des récepteurs gustatifs et des bourgeons gustatifs hein, qui sont sur les papilles sont capables de percevoir l'umami, même si maintenant certains reconsidèrent quand même qu'il y a certaines zones étendues un peu qui, quand bien même peuvent percevoir l'ensemble des saveurs, perçoivent quand même mieux certaines saveurs. Bon, alors voilà, vous voyez dans quelle soupe un peu on est, mais à ce stade de la recherche scientifique, il n'y a pas une zone de la langue ou une zone de la cavité buccale, disons, ou de l'appareil lingual qui est codé spécifiquement comme étant plus particulièrement sensible à l'umami. Mmh. Mmh. D'accord. Alors on va voir une ou 2 questions. Est-ce que l'ajout d'écorce de levure dans le vin apporte de l'umami? Je n'ai pas Vous savez? compris, est-ce que l'ajout de... D'écorce de levure dans le vin apporte de l'umami. Mais je ne sais pas ce que c'est les écorces de levure. Ça, je ne sais pas ce que c'est, par Ah contre. oui, Écorce d'orange, oui, mais alors, si vous écorce. voulez, le vin a le vin, il n'y a pas de souci, il y a de l'umami, hein, vraiment, 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 il n'y a pas de souci. Ça, le vin, il y a de l'umami. Oui, oui, voilà. À propos de levure, par rapport à la question précédente, mais c'est peut-être en lien, les vins élevés sur lit, un peu plus d'umami. Voilà. Mmh. Le bâtonnage sur lit levure, c'est ce côté un peu plus waouh. Oui, alors il y a un côté un peu gras, hein, mais voilà, ce côté bâtonnage sur lit versus le même vin pas bâtonné sur lit, augmentation de l'umami. Voilà, sorry, il n'y a pas y avoir pensé plus tôt, mais c'est le confinement, hein, on ne sait plus quoi penser. Ouais. Et alors peut-être une dernière question, il y a plusieurs questions, sur les migraines et le glutamate. Parfois, Ah, il y a 100%, 100%. Alors, moi qui suis migraineux et ma maman est migraineuse, donc je suppose que les chats ne font pas les chiens, disons, à un moment donné, voilà. mmh. Oui, ça a été beaucoup étudié parce que il vient interférer. Donc oui, ça a été beaucoup étudié que l'excès de glutamate peut être lié aux migraines. Alors, ça peut être aussi
ça, c'est mon dada, si vous voulez, c'est un peu hors ligne, si vous voulez, mais ça peut être aussi la libération des amines biogènes qui sont aussi contenus dans beaucoup de produits fermentés, notamment les fromages, les vins, les sauternes en ont beaucoup, hein, par exemple. Ça peut être, donc voilà, donc ça peut être lié, mais comme souvent ces processus, c'est pas une seule chose, c'est parfois, on peut c'est une fusion d'éléments qui, à un moment donné, déclenche le processus migraineux et le glutamate fait partie des coupables potentiels, disons, en tout cas des personnes qu'il faut les mettre sur la table, des accusés ou des prévenus en fonction du tribunal. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Euh, Merci encore hein, Merci à vous. de cette conférence. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence en ligne. Vous pourrez retrouver d'ailleurs la conférence en replay sur la médiathèque de la Cité Divin d'ici quelques jours. Et puis, pour finir, je vais parler de notre prochain événement, en juin, nous fêtons les 5 ans de la Cité du Vin. Et dans le cadre de ces 5 ans, nous organisons un premier grand entretien avec Carole Bouquet. Donc, c'est ce jeudi 3 juin à 19h, parce que, comme vous le savez peut-être, cette immense comédienne produit également du vin, le Sangue d'Oro, depuis 15 ans, plus de 15 ans, sur l'île de Pantelleria, qui est une île au large de la Sicile. Donc, on aura le plaisir d'accueillir Carole Bouquet jeudi prochain à la Cité du Vin en jauge restreinte, hein, en respectant bien sûr les mesures sanitaires. Mais grande nouveauté aussi, c'est que nous allons poursuivre ces événements également en ligne, c'est-à-dire que la rencontre avec Carole Bouquet, comme tous les événements de juin, seront aussi accessibles et rediffusés en direct et en ligne, toujours sur cette plateforme Zoom. Donc, en vous inscrivant sur le site internet. Donc, toutes les informations de nos événements de juin dans le cadre de nos 5 ans sont dans la rubrique événements du mois de juin. Je vous invite à aller voir notre agenda. Voilà, il y a beaucoup de choses en juin, notamment des after-work avec des nouvelles thématiques. Donc voilà, je vous invite aussi à venir. Alors, il reste encore quelques places hein, dans l'auditorium jeudi soir. Vous pouvez y assister. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci encore Fabrizio pour cette rencontre et on se retrouve prochainement, on va dire, plutôt à la fin 2021, mais en direct, en live, a priori, on espère, on croise les doigts à la Cité du Vin et au plaisir de vous réaccueillir. En tout cas, merci à vous pour l'honneur que vous m'avez fait de m'accueillir dans une des dernières virtuelles. Voilà. À jamais, je pourrais dire que j'étais un des derniers virtuels à la Cité du Vin. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.